je vais vous présenter, la demande qui m'est faite, c'est de vous présenter l'importance de la kinésithérapie et du suivi MPR des neuropathies. Et comme il y a déjà eu plusieurs interventions sur la thématique de l'exercice, que mon collègue de Marseille en a parlé hier, j'ai pris un petit peu un virage un peu différent, en me centrant sur l'élément essentiel qui est le patient. Donc on va d'abord décliner la demande du patient pour voir un petit peu comment je vous propose d'essayer de réfléchir à une réflexion un petit peu adaptée. Et donc partir de l'interrogatoire, de la plainte et de l'examen du patient, ceci va nous guider sur une prise en charge qui me paraît adaptée. Donc on va se centrer sur les troubles de la marche et de l'équilibre. C'est la thématique principale que j'ai développée à l'hôpital Rothschild il y a maintenant un peu plus de 15 ans, quand les neurologues parisiens m'ont demandé de monter une prise en charge pour les maladies neuromusculaires de l'adulte, ce qui n'était pas encore le cas, ce qui n'avait jamais été institutionnalisé au sein de l'assistance publique. Et c'est un petit peu l'expérience de cet hôpital de jour partagée avec tous les rééducateurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la problématique, c'est pourquoi venez-vous consulter globalement, et j'essaierai de déterminer comment je peux vous améliorer la situation en partant par l'interrogatoire sur différents éléments qui peuvent contribuer à créer une instabilité, des troubles de la marche, voire des chutes. La CMT étant une maladie longueur dépendante, très clairement, on va partir d'abord dans une réflexion très disto-proximale. Donc la plainte principale va être sur le plan fonctionnel, l'accrochage du pied, les remontants, l'instabilité de la cheville, le dérobement du genou, une sensation d'instabilité globale, d'inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière. La sensation également d'embardé latéral, ce qui peut paraître un petit peu incongru dans la mesure où on a un déficit plutôt sagittal, mais je reprendrai les explications tout à l'heure au niveau sensoriel. Et puis le problème de l'instabilité en milieu obscur pour ceux qui ont des troubles sensitifs. Donc tout ça permet de caractériser ce qu'on appelle une instabilité, ce qui n'est pas à proprement parler un vertige, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte vestibulaire, sauf pour les cas qui ne sont pas exceptionnels, où la neuropathie peut également entraîner une atteinte au niveau des paires crâniennes et entraîner des vertiges vrais. Alors, ce que va chercher un petit peu le médecin MPR dans sa quête de réflexion, c'est non seulement les éléments d'examen clinique propres à l'examen neurologique, le déficit sensitif et moteur, le déficit du tonus musculaire, l'abolition des réflexes, mais c'est ce qui va nous intéresser surtout, c'est plutôt ce que j'ai fait figurer à droite, c'est-à-dire les conséquences de l'évolutivité de la maladie sur la notion de rétraction, sur l'importance des troubles trophiques, dont on verra en fonction de la topographie l'abord qu'on peut proposer, et puis l'évaluation des troubles de l'équilibre et de la marche par un certain nombre de tests qu'on va proposer. Alors pour revenir un petit peu sur le déficit moteur, donc le déficit moteur qui se caractérise par un déficit surtout distal pour commencer, donc les imageries modernes qu'on fait maintenant par IRM ont montré que les premiers signes apparaissent au niveau des muscles intrinsèques du pied, puis après vont remonter progressivement. Donc on va progressivement avoir un déficit qui va intéresser ces muscles intrinsèques, puis les releveurs du pied, les extenseurs, les stabilisateurs de la cheville et les stabilisateurs du genou dans les formes qui évolueraient jusqu'à ce niveau-là. Et chaque niveau d'atteinte va avoir une répercussion sur la marche, mais également sur l'équilibre. Alors que les muscles intrinsèques ont en général peu d'influence sur la marche et l'équilibre, si ce n'est sur la phase de propulsion digitigrade à la fin du passage du pas. Je dirais que ça crée à ce moment-là une instabilité de l'avant-pied. Dans la course, c'est plutôt quelque chose qui est ressenti chez l'enfant quand l'atteinte se limite à cette atteinte des intrinsèques. Le déficit des releveurs, c'est tout ce qui a été exprimé jusqu'alors, qui est bien classique, responsable d'un accrochage du pied et d'une compensation par une flexion de hanche qui donc caractérise le stépage. Ça, c'est bien caractérisé en situation de marche. En situation d'équilibre, c'est un petit peu moins expliqué, mais le fait de ne pas pouvoir relever la pointe des pieds fait qu'on ne peut pas reculer le centre de pression. Donc, en cas d'instabilité, très clairement, on va avoir une tendance à la chute en arrière. Et cette tendance à la chute en arrière, quand on fait des examens d'évaluation sur plateforme de force, on voit très bien que les patients compensent en s'inclinant vers l'avant, ce qui leur permet de s'écarter de leur centre de pression, de la place juste à la verticale de la cheville, et donc de diminuer le risque de chute. Et on verra que ça a une implication, ce déficit des releveurs, sur le choix de l'appareillage, qui va permettre justement de restabiliser un petit peu le centre de gravité pour éviter la chute à l'arrière. Au niveau de la cheville, on peut avoir deux types de déficits. On a des muscles péronniers latéraux et on a le jambier postérieur. Donc les péronniers latéraux, quand ils sont déficitaires, vont être responsables d'une instabilité de l'arrière-pied et d'une
tendance à faire des entorses à répétition, qui va être souvent d'ailleurs un mode d'entrée dans la maladie, que ce soit la CMT ou d'autres maladies neurologiques en l'occurrence. Le jambier postérieur, lui, quand il est déficitaire, va être responsable d'une déformation en valgus de l'arrière-pied, donc plutôt un pied plat. Le pied plat étant plutôt stable, très clairement, c'est l'effondrement de l'arche interne et la symptomatologie douloureuse qui est en rapport, qui va être l'expression de la maladie plutôt que l'instabilité, puisque très clairement, les patients ne se plaignent pas à ce niveau-là d'instabilité. Une progression du déficit vers la loge postérieure du mollet va entraîner donc une diminution de la force au niveau du triceps, donc diminution des capacités de marcher rapidement et de courir, mais surtout diminution de la capacité d'allonger le pas. Pour allonger le pas, il faut se mettre sur la pointe du pied, et donc quand on n'a pas de triceps, on ne peut pas le faire. Et en conditions statiques, ça va être une instabilité avec tendance à la chute en avant. Chute en avant qui peut disparaître si d'aventure ce déficit du triceps s'associe à une rétraction. Alors ça, c'est un petit peu une éducation qu'on fait pour les jeunes étudiants en MPR, c'est de leur montrer que la rétraction n'est pas toujours quelque chose qu'il faut essayer de vaincre à tout prix, médicalement ou chirurgicalement. Il peut y avoir des rétractions utiles, et quand on est déficitaire au niveau du triceps, il faut mieux avoir un tendon d'Achille un petit peu court, parce qu'à ce moment-là, on tient non plus sur son triceps, mais sur son tendon d'Achille. Donc avant d'aller discuter éventuellement une ténotomie qui se fait très facilement, il faut se poser la question de savoir si elle est vraiment indiquées dans cette situation-là. Les ténotomies peuvent être indiquées en cas de rétraction isolée sur un muscle normal, mais une rétraction sur un muscle déficitaire, là se pose la question, d'où l'intérêt des consultations médico-chirurgicales que l'on fait, où on essaye d'apporter éventuellement notre savoir-faire à ce niveau-là. Et puis après se pose la question de l'extension du déficit au-delà du segment jambier vers le genou, avec un déficit de force musculaire qui va s'exprimer essentiellement à la descente des escaliers pour commencer. C'est le début de la symptomatologie, puisque sur le plat, la marche sur le plat ne nécessite pas une force considérable au niveau du quadriceps. Par contre, pour verrouiller un genou en flexion en descente des escaliers, si. Et cette déformation ce déficit peut être pallié pendant un certain temps par une mise en récurvatum du pied qui pourra se faire spontanément, surtout s'il y a une petite rétraction d'Achille, ou qui pourra être favorisée par un type de chaussage sur lequel je reviendrai. Donc voilà un petit peu déjà toute l'analyse clinique du déficit moteur et de la corrélation qu'il importe de mettre en avant entre la plainte du patient et nos données d'examen pour guider la prise en charge rééducative et l'appareillage. La deuxième composante, donc, que je vous l'ai dit, c'est l'évaluation des troubles trophiques. Donc, les troubles trophiques, vous les connaissez, ils ont tous été montrés, notamment par Arnaud ce matin chez l'enfant. Donc, c'est la déformation en pied creux, avec les conséquences de ces déformations, donc des problèmes d'hyperkératose d'appui, de troubles d'appui au niveau de la plante du pied qui nécessitera des semelles adaptées si nécessaire. Des griffes d'orteil, avec éventuellement des conflits au niveau de ces griffes, un conflit soit pulpaire et une fois de plus posant le problème de l'interface entre le pied et l'appui, conflit quelquefois au dos de l'orteil, et là posant des problèmes d'appareillage et de chaussage, puisqu'il faudra une chaussure peut-être de plus grande amplitude pour diminuer ces conflits. Il est important de voir aussi quelle est l'origine de l'apparition de ces troubles, puisque tout le monde ne fait pas les troubles trophiques, et on fera d'autant plus des troubles trophiques au niveau de l'avant-pied qu'on aura tendance à avoir une rétraction d'Achille. Donc là, à ce moment-là, on aura en effet une rétraction nuisible pour laquelle se posera la question éventuellement de la prise en charge. Donc la corrélation entre troubles trophiques, je dirais distaux, et troubles rétraction proximale demande également à être développée dans l'étude des patients. Les troubles sensitifs sont à évaluer. Les troubles sensitifs, nous les évaluons systématiquement puisque l'orientation du service est très orientée sur les troubles de l'équilibre. Et les troubles de l'équilibre, on va le voir, sont en rapport soit avec des déficits moteurs, soit avec des déficits sensoriels. Et la perte de la proprioception des membres inférieurs est un élément crucial à évaluer dans le cadre des troubles sensitifs. Ça s'évalue par le sens de position articulaire, par la perception du diapason et puis par les tests cliniques, en particulier la manœuvre de Rondberg qui consiste à tester les patients les yeux fermés pour vérifier si, en l'absence de vision, la proprioception compense les patients dans cette situation. Pour ce qui est de la sensibilité plantaire, il faut savoir que le rôle dans l'équilibre n'est pas aussi important que ça, puisque dans un travail de thèse que j'avais fait il y a déjà un certain nombre de décennies, je m'étais soumis à l'expérimentation consistant à faire une anesthésie plantaire bilatérale, et je peux vous dire que très clairement, on tient les yeux fermés avec les pieds anesthésiés, très clairement, puisque l'essentiel de l'équilibre vient de la proprioception musculaire et non pas de la proprioception cutanée,
qui peut jouer par contre dans des situations un peu plus particulières, quand très clairement, je montre toujours en général dans ces cas-là le pied de la danseuse qui est sur la pointe des pieds, là, à ce moment-là, on a besoin de sa sensibilité pulpaire à ce niveau-là. Mais pour tout un chacun, très clairement, c'est avant tout la proprioception neuromusculaire qui joue un rôle, plus que la sensibilité plantaire par elle-même. Et puis après, tout ça, ce qu'il est important de considérer, c'est qu'au-delà de l'évaluation de la neuropathie, on a besoin d'évaluer plein de choses à côté. Parce que très clairement, nous, rééducateurs, nous allons essayer de proposer des processus de compensation. Et pour compenser, il faut avoir des choses à compenser, très clairement. Et donc, pour compenser, la proprioception, on va la compenser par la vision. Donc, c'est important de savoir quelle est la qualité de l'entrée visuelle. C'est important de compenser également éventuellement par les vestibules. Est-ce qu'on a une atteinte vestibulaire ou pas? Et puis après, il faut regarder un petit peu les comorbidités, parce que quand à la neuropathie héréditaire s'associe éventuellement un diabète, s'associe des médicaments susceptibles d'entraîner également des complications dont la liste est bien connue. Très clairement, tout ça, il faut l'évaluer. Et puis, il faut, pour l'équilibre et la marche, tester également les membres supérieurs, parce qu'on va proposer aux patients d'utiliser une canne, d'utiliser un releveur, d'utiliser des chaussures, mais tout ça, ça se manipule. Et donc, on ne peut pas me proposer n'importe quoi si, par ailleurs, il existe au niveau des membres supérieurs une perte de la motricité fine, par exemple, qui permettra, même pour un releveur élastique avec des crochets, non, on aura du mal à le crocher, donc ce n'est pas forcément bien indiqué. Et puis, le trouble sensitif est également important, parce qu'avant de dire au patient, tiens, écoutez, faites de la marche nordique, prenez une canne pour aller marcher. Oui, mais si je suis ataxique des membres supérieurs, très clairement, ma canne est ataxique elle-même. Donc très clairement, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une triple tâche. Donc il faut marcher, regarder ses pieds et regarder la main qui tient la canne. Donc à ce moment-là, la canne n'est pas utile. Et les neuropathies sont une des situations où très clairement, l'atteinte des membres supérieurs peut nous conduire à justement ne pas orienter vers ce type de prise en charge. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, les choses ont été dites sur l'évaluation clinique. Je voudrais simplement donner ma petite graine, moi, concernant les tests d'équilibration. Donc, on fait des tests, je dirais, qui vont déjà regarder un petit peu ce qui se passe dans la salle d'attente. Première chose, je vais chercher mes patients, je regarde comment ils se lèvent, comment ils vont faire les 10 mètres qui limitent la salle d'attente au bureau de consultation. Ils s'assiedent à nouveau, ils regardent un petit peu comment ça se passe. Après, le patient étant capable de tenir debout en appui bipodal, on va complexifier les choses. On va lui faire une manœuvre de Rondberg, donc debout les yeux fermés. Après, on va tester l'appui unipodal, appui sur une seule jambe. On donne 2-3 essais pour voir comment ça se passe. Et puis après, on peut faire des tests un peu plus sophistiqués. Alors, time up and go, ça consiste à passer la position assise à la position debout, faire 3 mètres, faire un demi-tour et s'asseoir à nouveau. Donc, il y a des données chiffrées. Normalement, on fait ça en moins de 12 secondes. Suivant les cas, en cas de neuropathie ou d'atteinte neuromusculaire complexe, on va mettre un peu plus de temps. Ça a l'avantage d'être fait de façon rapide et non coûteuse. Le test de Berg, c'est 14 items qui vont de 0 à 4 points, donc jusqu'à 56. Je vous montrerai sur le tableau à quoi ça ressemble. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement en hôpital de jour. Ça oriente un petit peu la rééducation, c'est l'intérêt de faire ce test. Le functional release test, ça consiste à se pencher en avant. Je vais vous le faire. Bras tendu et de regarder jusqu'où on peut se pencher. Et on fait la mesure ici de là. Voilà, c'est pas très coûteux non plus. La valeur normale, c'est 25 cm. Moins on est capable de s'incliner, plus on est à risque de chute, ce qui veut dire qu'en se penchant en avant, on est obligé de faire un pas, et c'est en faisant le pas, surtout si on a un stépage, qu'on va se casser la figure. Donc ces éléments-là sont des éléments d'évaluation qui sont faits un petit peu au quotidien. Pour revenir sur le test de Berg, voilà, vous avez les 14 items de Berg, donc position assise, assis debout, debout assis, transfert d'un siège à l'autre, debout sans soutien, les yeux fermés, les pieds joints, de demi-tour, etc. Donc 14 items, en sachant que cette échelle est bien validée en termes de reproductibilité et de sensibilité, notamment au risque de chute. Globalement, les patients sont chuteurs quand ils ont 45 points et moins. Donc on a un suivi, et c'est assez sensible à la rééducation. Au terme de la prise en charge de nos patients dans nos hôpitaux de jour, puisque la prise en charge est lors de 6 semaines, on a en général un gain satisfaisant sur le Berg quand les patients sont rependeurs à ce niveau-là. Alors, on peut compléter tout ça par des éléments d'évaluation instrumentale. Donc, Laurent Bensoussan vous en a parlé hier. C'est une pratique qu'on utilise depuis des années, puisque j'ai été formé il y a très longtemps sur la posturographie. La posturographie consiste en fait à mesurer les oscillations du centre de pression sur une plateforme statique. C'est la posturographie statique. Ce que j'appelle la posturographie statique sensibilisée, c'est de faire un petit peu différemment sur une plateforme statique. C'est l'appui unipodal, les capacités d'inclinaison en avant et en arrière.
Et la posturographie dynamique, il existe quelques plateformes dynamiques qui déstabilisent les patients, qui sont en général sécurisés par un harnais compte tenu du risque de chute. Et on mesure les réactions au déséquilibre en fonction des activités électromyographiques ou des plateformes. C'est beaucoup moins diffusé que les plateformes statiques dont disposent les kinésithérapeutes, qui sont en général étiquetés kiné vestibulaires, mais qui font très bien, en général, de la rééducation neurologique sans qu'il y ait forcément d'atteinte vestibulaire. Donc là, vous avez ici une représentation du schéma que donne un déplacement du centre de pression. Donc c'est la petite pelote qui est rouge ici, voilà. Donc la petite pelote qui est rouge au milieu, là, correspond au déplacement du centre de pression pendant une acquisition qui fait à peu près 50 secondes. Et ça va permettre de mesurer deux paramètres que sont le déplacement du centre de dépression et la position du centre de pression et les éléments de stabilité. Donc normalement, le centre de pression est à peu près centré, très légèrement en arrière et à droite. Et donc ça, c'est la position moyenne au bout de l'évaluation. Après, les autres paramètres, la variance, la vitesse, la surface, sont des paramètres d'équilibration. Plus le déplacement est important, plus la surface est importante, plus le patient est instable. Et ce sont ces paramètres-là qu'on va tester dans différentes conditions expérimentales qu'on va voir tout à l'heure, qui sont les yeux ouverts, les yeux fermés et sur mousse. Donc un sujet normal, très clairement, il oscille, donc son centre de pression oscille sur le polygone de sustentation avec une surface de l'ordre d'une centaine de millimètres carrés. Donc c'est une toute petite surface, ça fait 1 centimètre carré, enfin moins de 2 centimètres carrés en arrière, et à droite très légèrement, sans d'anomalie sur ce qu'on appelle l'analyse spectrale. Donc ça, c'est la puissance du signal en fonction de la fréquence des oscillations. Donc naturellement, j'oscille avec un pic d'oscillation de l'ordre de 0,3, c'est-à-dire que je mets à peu près 3 secondes. Si je lance l'acquisition, entre le moment où je commence à osciller, je me pense très lentement vers l'avant, je me lance très lentement vers l'arrière et je reviens au point de départ. Ça fait 3 secondes, c'est à peu près le pic. Si j'oscillais si mon cycle était plus augmenté, je serais en permanence soumis à des oscillations de haute fréquence qui seraient particulièrement inconfortables. L'élément qui est essentiel dans la pratique de la posturologie en pratique neurologique, notamment pour la neuropathie, c'est de mesurer ce qu'on appelle le poids des afférences sensorielles. Ceci nous guide beaucoup sur la composante sensorielle de la rééducation des neuropathies. Ça consiste en fait à tester un petit peu l'utilisation des entrées visuelles et l'utilisation de la proprioception, qui sont les deux capteurs essentiels pour l'équilibre en conditions statiques, puisque l'équilibre vestibulaire intervient surtout en conditions dynamiques. Donc en conditions statiques, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un test les yeux ouverts, un test les yeux fermés, on mesure la surface des oscillations dans les deux conditions, on fait un rapport de l'un sur l'autre, ça s'appelle le rapport de Rondberg ou le coefficient de Rondberg, pour reprendre la description qu'on avait fait Rondberg à la fin du 19e siècle. Et la valeur moyenne de ce coefficient varie à peu près de 2 à 2,5 suivant la distance à la cible. On fait la même chose pour la proprioception qui consiste à faire un test d'équilibre sur un bloc de mousse. Alors pourquoi un bloc de mousse ? Parce que quand je m'incline en avant, j'étire les fuseaux neuromusculaires de mes mollets, donc je déclenche une information qui va remonter vers les centres sous-cérébraux. Et quand je suis dans un bloc de mousse, mes avant-pieds s'enfonçant dans la mousse, il n'y a pas d'étirement. Donc très clairement, je leurre entre guillemets le patient, donc qui les yeux disent je me penche en avant et les fuseaux neuromusculaires disent non, il ne se passe rien. Donc ça a pour but de tester le poids de l'entrée proprioceptive. On fait également le rapport entre la surface sur mousse et sur sol dur. On a un ratio qui est à peu près égal à 2 et ceci nous permet bien de caractériser ces entrées sensorielles. Donc quand on mesure tout ça, donc le poids des afférences sensorielles, les valeurs normales des coefficients, c'est 2,5 avec, je dirais, des valeurs extrêmes de 1,5 à 3,5. Quand on augmente la valeur du coefficient, c'est qu'on est requérant. Avant, on disait dépendant, mais dépendant, ça fait un peu toxico. Donc, très clairement, on est plutôt requérant de l'entrée sensorielle. C'est plutôt ce qu'on dit maintenant. Au contraire, quand on diminue, c'est qu'on omet d'utiliser l'entrée sensorielle. Et quand on est en dessous de 1, c'est qu'il y a un conflit. C'est-à-dire que quand on est mieux les yeux fermés que les yeux ouverts, c'est qu'il y a un conflit visuel. Et quand on est mieux sur mousse que sur sol dur, c'est qu'il y a un conflit plantaire. Oui, quand vous avez un durillon plantaire qui est douloureux, vous êtes plus confortable sur mousse que sur sol dur, par exemple. Donc l'exemple type, je l'ai cité très clairement. Donc quand vous avez un coefficient de Rondberg élevé, un coefficient plantaire bas, c'est typiquement la neuropathie sensitive, c'est la neuropathie ataxiante. À l'inverse, quand vous avez un coefficient de Rondberg faible et un coefficient plantaire élevé, c'est quand vous avez des troubles visuels, tels qu'on peut le voir, par exemple, dans d'autres affections, comme la sclérose en plaques, avec des séquelles au niveau de la névrite optique. Alors, dans la CMT, donc la stabilomètrie, ça nous donne ça. Ça nous donne des patients qui, globalement, au repos, ont déjà manifestement un stabilogramme qui est largement au-dessus de la surface habituellement retenue comme valeur moyenne. Là, regardez, là, on est à 1200 pour une valeur normale inférieure à 200, donc on est à 6 fois la normale.
Les yeux fermés, bon, dans certains cas, c'est pas possible. La manœuvre de Rondberg étant positive, on peut pas tester le patient des yeux fermés, mais certains arrivent quand même à tenir les yeux fermés. Et là, vous avez une surface à 14 000. Surface des yeux fermés, normalement, c'est 600. Donc, on est à 20 fois la normale. Donc là, on est vraiment dans une situation d'instabilité majeure. Quoique le patient garde encore une possibilité. Quelquefois, les patients gardent une possibilité des yeux fermés en s'inclinant en avant, justement, pour échapper un petit peu à leur position. On peut tester autrement sur le plan instrumental par ce petit plateau de Freeman qui a été inventé par Bessou, un physiologiste toulousain, donc qui propose de mettre un plateau à 1 degré de liberté sur une plateforme et donc d'enregistrer à ce moment-là les déplacements, soit dans le sens antéro-postérieur, soit latéral, pour mieux caractériser les instabilités et suivre éventuellement le suivi des évolutions. Alors tout ça est déjà, je dirais, une mise en bouche pour très clairement évaluer les plaintes de nos patients et puis guider la prise en charge. La prise en charge avec, fort heureusement, un certain nombre de solutions thérapeutiques. C'est pour ça que j'ai entendu encore hier qu'on disait qu'il n'y avait pas de traitement dans la CMT. Bon, il n'y a pas de traitement pharmacologique. Mais très clairement, l'approche non pharmacologique, là, il y a une approche qu'il faut manifestement mettre en avant et obtenir le remboursement par la sécurité sociale, de préférence, à base de rééducation motrice, de rééducation sensorielle, d'autorééducation, qui a déjà été développée, d'appareillage, de chirurgie, et puis de stratégie d'adaptation qu'on appelle le coping, qui renvoie aux aspects psychologiques de la question, qui seront débattus par l'intervenante ultérieure. Alors, le renforcement musculaire, très clairement, je n'ai pas dit que c'était la kinésithérapie. Très clairement, l'objectif, c'est le renforcement musculaire. Ça a été déjà très bien développé concernant les APA. Ça peut être développé, en effet, par la kinésithérapie. Et les Américains sont très friands de travail à domicile guidé par téléphone, en général. Donc, l'étude de Lindemann, qui m'avait servi quand j'ai monté le projet à Rothschild pour essayer de structurer l'hôpital de jour, avait montré que du travail à domicile fait par les patients, avec des résistantes, avec des bandes élastiques ou des ports de charge, ce qui a été développé également tout à l'heure concernant les APA, permet d'améliorer un certain nombre de paramètres avec une évaluation mesurée en isossymétrisme avec une augmentation de 14% au niveau des pics de force des quadriceps, 13% sur les ischio-jambiers, amélioration de la fonction également mesurée par le WUMAC sur le score dans les escaliers assis debout, etc. Donc très clairement, l'autorééducation guidée à domicile permet d'obtenir des résultats sur une prise en charge, par contre, prolongée, puisque là, c'était 3 séances par semaine pendant 24 semaines. Donc, très clairement, on peut, très clairement, par soi-même, obtenir déjà des résultats. L'amélioration subjective était également notée dans 93% des cas, dont un bon résultat. Donc, très clairement, ça fait des années qu'on sait que le renforcement musculaire est faisable, utile, et peut être proposé dans la rééducation. Par contre, quand je suis arrivé à Rothschild, on m'a dit, mais travaille sur la rééducation de la sensibilité, parce que là, il n'y a pas de travaux. Donc, on s'y a appliqué tout de suite, parce que c'était le sujet de ma thèse de science des années plus tôt, je dirais des décennies plus tôt maintenant. Et nous avons pu mettre en évidence, par le protocole qu'on a développé à Rothschild, que la prise en charge des patients améliorait également la symptomatologie, les troubles de l'équilibre. Donc, ça reprend une stimulation de la sensibilité dont a déjà parlé Laurent hier, à base notamment de stimulation vibratoire au niveau des pieds. Mais on fait marcher les patients sur des textures un petit peu différentes. On les fait reconnaître les positions du pied sur des plateformes mises au point par Perfetti il y a déjà quelques années. On rééduque également la vision, parce qu'on s'est aperçu que la compensation visuelle souvent se limitait à regarder le sol, mais très clairement, il faut regarder les verticales. Très clairement, d'où la raison des embardées, parce que si on fait les embardées latérales, c'est qu'on perd la notion de verticale subjective. Du coup, longer un mur, c'est pas forcément pour prendre appui sur le mur, c'est pour avoir une verticale d'emblée. En regardant le mur et le sol, dans ce cas-là, on s'associe à peu près bien. Et donc, le gain ressenti par les patients, souvent, c'est de me dire, écoutez, avant, j'arrivais chez vous en longeant les murs. Maintenant, je passe au milieu de la salle d'attente de façon extrêmement fière. Je suis très content du résultat. On travaille l'équilibre statique et dynamique, pas forcément avec du matériel très sophistiqué. C'est pour ça que sur la diapo en haut à gauche, je montre qu'avec des coussins, des ballons, etc., on peut à domicile commencer le travail de rééducation. Il n'y a pas besoin de dire, oui, mais évidemment, Rothschild, vous avez tous les moyens. J'ai écouté d'abord Rothschild, c'est pas Rockefeller, qu'on soit clair. Mais à commencer à domicile et on revoit un petit peu le résultat. Et si c'est nécessaire, je vous prends un Rothschild et on fera de la rééducation en hôpital de jour. Donc la rééducation, c'est la rééducation alors appareillée, parce que très clairement, il faut que le patient, alors là, on est avec 2 releveurs standards, mais très clairement, il faut que le patient soit bien chaussé et confortable pour faire de la rééducation dynamique. On peut utiliser les outils un peu plus sophistiqués. Là, vous avez une plateforme dynamique très clairement que l'on retrouve chez certains kinésithérapeutes
qui peuvent être utilisés. Et on y associe du renforcement musculaire également et du travail de l'endurance. Ça a été signalé par mes collègues APA tout à l'heure. Donc tout ça permet d'obtenir un certain nombre de résultats. Là, je vous donne les résultats obtenus sur les statistiques qu'on avait faites dans une neuropathie sensitive au bout de 6 semaines de rééducation. On gagnait près de 5 points dans le Berg, dans le FRT des centimètres, dans le time up and go 2 secondes. Le Romberg disparaissait sur certains patients qui avaient pris l'habitude de s'incliner un petit peu plus parce qu'ils avaient encore une motricité et tout ça allait dans le bon sens. C'est confirmé par les courbes, je passe rapidement puisque le temps m'est compté. Mais tout ça ne serait rien, puisque très clairement l'évolutivité est favorable après la rééducation, sauf que si après la rééducation tout s'arrête, très clairement au bout de 2 mois, tout disparaît. Donc il est essentiel que ce soit prolongé, comme ça a été souligné, par tout ce qui est de l'autorééducation. L'autorééducation, c'est le travail d'étirement, qui doit faire partie de l'éducation thérapeutique du sujet jeune. Très clairement, il faut apprendre, je pense, à nos gamins à se faire les étirements au niveau des orteils, parce qu'un orteil déficitaire souple, c'est pas grave, mais un orteil déficitaire qui s'enraidit et devient une griffe, là, ça pose un problème d'appareillage, de douleur, etc. Donc très clairement, lutter contre la griffe des orteils, lutter contre la rétraction d'Achille, c'est important. Et puis on peut faire de l'auto-rééducation avec des exercices simples, peut-être qu'on a vu, l'appui unipodal, on se met près d'un mur, puis on essaye de faire, voilà. On peut le faire en doubletage, dans ce cas-là, je vous conseille d'acheter un tableau avec des fléchettes, et puis de faire de l'appui unipodal avec des fléchettes. Très clairement, ça coûte pas cher, et c'est de la bonne rééducation en double tâche. Il faut maintenir les activités dynamiques. Alors, je reviens sur ce qui a été dit. C'est vrai que moi-même, quand j'ai commencé mes études, on disait qu'en neurologie, il fallait arrêter de fatiguer les gens, pas de travail contre renforcement, pas de ceci, pas de cela. On a collé pendant des générations une pathologie d'immobilité à des patients qui avaient une pathologie neurologique. Et là, maintenant, on est complètement à l'inverse de cette prise en charge où on favorise l'exercice physique. Ça a été proposé déjà, ainsi que le sport. Je termine rapidement sur le reste. Le reste, pour les médecins MPR, c'est également de la préconisation d'appareillage. Alors, j'avais, lors de ma première présentation à CMT France à Strasbourg, il y a maintenant un bon bout de temps, affiché que semelles orthopédiques et chaussage ne sont pas une obligation chez les patients à CMT. Et je m'étais fait allumer ce jour-là. Mais j'en reste à peu près persuadé, très clairement. J'ai bon nombre de patients qui viennent dire, écoutez, docteur, moi, très clairement, je suis très bien dans mes chaussures, très clairement. Pourquoi est-ce que vous voudriez que ceci, que cela? Tout ça doit reposer sur une indication médicale justifiée. Justifié parce que le pied est instable, justifié parce que le pied est douloureux. Alors à ce moment-là, là, c'est sûr qu'il faudra appareiller. Et ça a été dit déjà par Arnaud ce matin concernant l'enfant. S'il n'y a pas de plainte particulière, si voilà que le gamin va bien, foutez-lui la paix, laissez-le vivre, bouger, faire du sport, etc. Même réflexion chez l'adulte, très clairement. Mais c'est vrai que si le chaussage courant ne suffit pas, là, on aura besoin de relayer éventuellement la prescription par des chaussures adaptées, qui peuvent être des chaussures avec plus ou moins de talons, des chaussures qui vont stabiliser l'arrière-pied, des chaussures qui vont être un peu plus enveloppant devant, qui vont stabiliser sur le plan sagittal, etc. Donc il y a tout à discuter concernant la chaussure orthopédique. Donc vous voyez toutes les composantes sur lesquelles on peut discuter, la hauteur du talon, etc. Puis après, discuter les releveurs. Donc je repasserai rapidement parce que vous avez la démonstration dans les stands tout à l'heure. Ça va du releveur souple au releveur rigide. On a même des releveurs pour les déficits d'extenseur. Puis vous avez toute la gamme de tous les releveurs dynamiques en carbone, très clairement. Donc je ne fais pas de publicité pour un plus que pour l'autre. Sachez que ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants en termes de poids notamment, très clairement, notamment pour ceux qui sont un petit peu déficitaires en proximal. La question qui peut se poser après, c'est le problème de l'appareillage du genou. Alors, le petit appareillage, très clairement, quand on a perdu le galbe du mollet, c'est pas très facile parce que la genouillère ne tient pas. Le grand appareillage à droite, c'est encombrant, c'est lourd. Donc, en général, les patients refusent un peu. Moi, j'aime bien maintenant, vous en verrez tout à l'heure, des orthèses releveurs avec appui antérieur. Ça permet de lutter notamment contre la tendance au récurvatum. Et très clairement, puisque le récurvatum, c'est bien, ça stabilise, sauf qu'au bout de quelques années, ça use un peu les cartilages. Alors, moi qui ai une composante rhumatologique dans ma formation, très clairement, l'âge adulte, j'aime bien prévenir éventuellement la détérioration du cartilage. Et en cas d'échec, on a une consultation médico-chirurgicale pour discuter éventuellement. Le pied douloureux et le pied instable, très clairement, échec de l'appareillage et de la rééducation auto-rééducation, on va voir le chirurgien. Il y a des indications pour une chirurgie du handicap, même à un âge avancé, soit à base de gestes simples sur les parties molles, à type de ténotomie, soit d'arthrodèse, soit de l'arrière-pied, soit du médio-pied. Et puis tout ça, il faut l'englober en plus d'une prise en charge psychologique. Ça a été souligné, excusez-moi, pas soulagé.
Et cette prise en charge psychologique, très clairement, c'est très clairement la prise de conscience. Les études ont montré que la simple évaluation de l'équilibre améliorait l'équilibre chez les patients. La prise de conscience de troubles de l'équilibre par les tests instrumentaux donne aux patients des arguments pour dire, tiens, en effet, il faudra peut-être que je change ceci ou cela. Donc ça nous aide. Donc il va falloir changer le comportement au quotidien, changer l'écologie, discuter les aides techniques, s'adapter à la fatigue, ça a été discuté. Et tout ça contribue à diminuer le risque, le nombre de chutes. Donc en conclusion, c'est important pour la prise en charge de nos patients d'avoir une lecture attentive de la plainte exacte, d'avoir des réponses variables et graduées en fonction de la situation, et qu'il faut considérer qu'en effet, rien n'est systématique dans la CMT, même si vous avez vu le catalogue de tout ce qu'on peut prescrire. Mais très clairement, quand un patient CMT arrive chez moi, les ordonnances ne sont pas toutes prêtes. Très clairement, on discute, et en fonction de la plainte, très clairement, on statue si oui ou non il y a intérêt à faire ceci ou cela, en sachant qu'en effet, la littérature maintenant est abondante pour valider un petit peu tout ce que je vous ai présenté, que ce soit le travail de l'équilibre, le renforcement ou l'appareillage. Tout ceci étant le travail non seulement du médecin MPR, mais également de toute l'équipe qui figure à droite, c'est-à-dire le kiné, l'ergo, l'APA, la psychologue, le podologue, la secrétaire au téléphone également. Tout ceci contribue à avoir des équipes qui sont à votre disposition pour vous aider au quotidien. Je vous remercie de votre attention.